Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode d'À l'origine de Belle-Gnôle. Mathieu va nous raconter la phase d'embouteillage de ses produits et on va revenir ensemble sur comment est-ce qu'il a fixé un prix de vente pour sa boisson. On va revenir aussi sur les premières années de commercialisation et il va t'expliquer combien de bouteilles il a vendues et quelle est son ambition. Allez, c'est parti! J'aimerais qu'on parle un petit peu du produit maintenant, parce que c'est quand même le sujet de notre interview. Donc j'ai vu que tu avais travaillé que tu travailles avec 7 distilleries. Donc il y a de l'absinthe, il y a de la liqueur, il y a du gin, si je me trompe pas, il y a de la vodka, il y a plein de choses assez intéressantes. J'aimerais comprendre un peu comment est-ce que tu arrives à sélectionner un produit / une distillerie, parce que j'imagine que les deux vont un peu ensemble. Les deux vont complètement ensemble. Alors, il y a même 9 distilleries maintenant, si je ne dis pas de bêtises, avec lesquelles on bosse. Quand on a lancé nos produits au départ, en fait, on les lançait par deux. On lançait 2 produits en même temps. On lançait à chaque fois un spiritueux sec, donc un spiritueux un peu traditionnel comme les gens l'entendent, donc sans sucre ajouté, etc. Et on l'associait avec une liqueur. Donc on avait cet aspect cocktail où on se disait qu'on proposait à chaque fois un pack de 2 spiritueux qu'on pouvait associer ensemble dans des cocktails. Ok. Donc, même si la distillerie ne faisait pas de liqueur, c'est ça ? alors même si la distillerie ne faisait pas de liqueur, alors pas forcément non. Les distilleries avec lesquelles on bosse sur les liqueurs, c'est justement des distilleries ou des liquoristeries qui ont ce savoir-faire sur les liqueurs et sur la création de liqueurs. À chaque fois, c'est ce que j'expliquais dans la première partie, on s'appuie sur le savoir-faire, sur un savoir-faire que les gens ont déjà. Donc on n'essaye pas de venir développer un nouveau savoir-faire chez eux, mais on s'appuie sur un savoir-faire qu'ils ont déjà. On fait un Armagnac avec des gens qui font de l'Armagnac. Le domaine a été créé en 1717, ceux avec qui on fait de l'Armagnac. Le Calvados, c'est des gens qui font des Calvados depuis 7 générations, etc. Donc vraiment, à chaque fois, on va s'appuyer sur ce savoir-faire-là, qui est ancestral chez eux, et on va développer un produit qui va compléter notre gamme. En fait, on regarde notre gamme et on se dit, le but, c'est de faire un tour de France des savoir-faire, des distillateurs, et de mettre en avant leur savoir-faire et leur terroir. Donc, on va regarder à chaque fois, on se dit, ok, aujourd'hui, on a une liqueur herbacée, on a une liqueur plutôt fruitée, herbacée avec la liqueur de sapin, fruitée avec la liqueur de melon. On a des alcools traditionnels français, mais assez oubliés, de l'absinthe, du genièvre, Ouais. le genièvre flandre-artois. Donc le but, c'est de mettre en avant tout ce savoir-faire-là en sortant des choses très classiques. Donc ça, c'est la gamme Belle-Gnôle qu'on a développée en premier. Aujourd'hui, effectivement, on fait plus que des choses très originales, on fait aussi des choses classiques. C'est la gamme essentielle Belle-Gnôle, et où on va faire notre vodka, notre gin, bientôt un rhum qui va arriver. Et donc le but, c'est d'offrir aux établissements des produits originaux qu'ils vont pouvoir utiliser simplement. Typiquement notre liqueur de melon, on avait déjà une liqueur herbacée, une liqueur épicée. Il nous manquait le côté fruité, donc on est allé chercher le côté fruité avec la liqueur de melon. Sur les épices, on avait la liqueur de pain d'épices. Ouais. Euh, et on réfléchit à la construction de notre gamme et à la cohérence de la gamme en ayant des produits qui nous permettent aussi de fonctionner aussi bien en hiver qu'en été. Donc c'est comme ça qu'on a construit la gamme. On réfléchit d'abord à quel type de produit on veut, et ensuite on se dit, ok, dans les distilleries qu'on connaît, euh, avec laquelle on a envie de bosser. Et donc c'est comme ça que va faire le choix. Forcément, au départ, on demande à plusieurs distilleries. On goûte différentes choses qu'on peut nous proposer dans un premier temps. Et une fois qu'on a la base de ce qu'on veut, on se dit, ok, du coup, on va bosser avec cette distillerie-là et on va mettre au point le produit définitif.
Est-ce que on t'envoie des produits? Est-ce que les distilleries t'envoient peut-être des nouvelles gammes qu'ils font? Ou est-ce que toi, tu te déplaces peut-être une fois par an pour aller goûter ce qui se fait dans les distilleries? On essaye de se déplacer le maximum. Après, souvent, effectivement, ce qui va arriver, c'est que les distilleries, on va viser différentes distilleries avec lesquelles on voudrait bosser. Elles vont nous envoyer un premier jet. Et à partir de ce premier jet, on va se dire, OK, ben, on va aller dans telle ou telle distillerie. Parce que c'est vers ça qu'on veut tendre. Et c'est la base qui nous semble la plus correspondre à notre gamme. Ok. Et justement, donc, ce que je trouve intéressant avec Belgnol, c'est que, alors visuellement, on dirait, en regardant simplement l'étiquette, que c'est une distillerie qui fait plusieurs produits. Mais effectivement, comme on a pu le comprendre, vous êtes plus embouteilleur et donc vous proposez différents produits de différents producteurs, distillateurs, donc avec différents savoir-faire. Est-ce que, au-delà de ce côté, on veut proposer des gammes pour des cocktails, etc., est-ce qu'il y a un peu un fil rouge d'un produit Belgnol ou est-ce qu'il y a des critères pour vous qui sont vraiment essentiels pour un produit Belgnol? On ne l'avait pas défini au début, ce critère. Donc, le choix de nos spiritueux et le choix des produits qu'on voulait mettre en avant et élaborer, c'est pas fait autour de ces critères-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une trame commune qui ressort. C'est qu'on va être sur des goûts qui vont être très francs. La liqueur de melon, c'est du melon. Le calvados, c'est la pomme fraîche. Donc on retrouve notre produit de base de manière très franche dans nos spiritueux. Et on aime le gras aussi. Et du coup, on va retrouver pas mal le gras dans nos bouteilles parce que le gras, alors le gras, c'est le goût, le gras, c'est la vie. Mais voilà, ça apporte quelque chose d'hyper intéressant en bouche et c'est vecteur de goût. Donc, C'est quoi le gras en distillerie? le gras, c'est ce qui va venir tapisser le palais. Ça va être des choses qui vont être un petit peu plus lourdes, des molécules, enfin des molécules, des matières un peu plus lourdes et qui vont venir tapisser le palais. Il y a du gras dans l'alcool. Euh, et typiquement sur notre Calvados, on a voulu garder ce gras. Donc c'est un Calvados qu'on a sorti à 46 degrés parce qu'il y a une réaction physique, donc je pourrais pas t'expliquer le fonctionnement, mais qui fait qu'au-dessus de 46 degrés, pour enlever toutes les impuretés qu'il y a dans le liquide, forcément, on a laissé un liquide dans un tonneau en bois dans lequel il y a des échanges avec le bois, avec l'extérieur, donc il y a des impuretés qui vont venir se mettre. Et en fait, quand on est en dessous de 46 degrés, pour enlever ces impuretés-là, on va filtrer à froid ou on va faire le choix de ne pas filtrer. Ça se fait de plus en plus sur les spiritueux artisanaux, de dire voilà, c'est non Ouais. filtré, donc il y a des impuretés, c'est le fruit d'un produit artisanal. Nous, on fait le choix de filtrer, mais au moment de cette filtration, pour qu'elle soit optimum, en fait, on va refroidir le produit et on va refroidir le liquide, on va le faire passer dans un filtre à plaques. Donc on va mettre de la pression sur le liquide qui va passer à travers des plaques filtrantes. Et le problème en le refroidissant, c'est que on va également agglomérer non seulement les impuretés ensemble, mais on va agglomérer le gras avec ces impuretés. Donc on va forcément enlever du gras et perdre en épaisseur en bouche et perdre un petit peu en goût. C'est léger, mais sur notre Calvados, on sait que 46 degrés, c'est pas forcément le degré de consommation pour n'importe qui, parce que c'est déjà assez fort et ça va venir marquer le palais. Mais on a fait ce choix-là justement pour garder de la rondeur. Ok. Et j'imagine aussi que quand tu parlais des liqueurs et donc du côté brut, ça aide aussi quand on est dans le cocktail, dans le monde du cocktail, d'avoir un produit qui est qu'on peut utiliser brut et qu'on peut. Enfin, la liqueur de sapin, effectivement, il faut qu'elle goûte sapin. Il faut qu'elle, pour que dans le cocktail, on puisse l'utiliser et qu'elle puisse être un arôme marqué. Plus on a un produit dont les ingrédients sont diffus ou le goût est diffus, bah, plus va falloir peut-être l'associer avec quelque chose pour le. Enfin, je pense que ça vient aussi ce côté brut apporter
une facilité derrière le bar ou en tout cas un arôme fort. Une facilité derrière le bar et puis même une facilité de consommation quand on le consomme seul. Euh, Parce que le fait d'avoir un produit où les goûts sont très marqués, ils vont être plus accessibles au palais et plus compréhensibles par des gens qui ne connaissent pas forcément hyper bien les spiritueux. Et nous aussi, on veut démocratiser les spiritueux artisanaux français, on veut sortir de l'éternel trio gin, vodka, rhum. Alors maintenant, il y a même la tequila qui vient un peu se glisser là-dedans, mais sortir de ces spiritueux très classiques où tout le monde ne va jurer que par des whisky tourbés écossais ou des choses comme ça. On veut montrer aussi aux gens qu'il y a d'autres choses et le fait d'avoir un produit lisible va simplifier le mode de consommation et va sans doute, après ça c'est un avis personnel, mais va sans doute plaire à plus de monde. Donc c'est aussi ça notre marque de fabrique, je pense, c'est d'avoir des produits avec des goûts francs et, et des goûts accessible. Après, typiquement, on a un genièvre, donc le genièvre flandre artois. Ça, c'est un vieil alcool du nord de la France. Aujourd'hui, il y a 3 distilleries. Il n'y en avait que 2 quand on s'est lancé, quand on a lancé le nôtre, qui en faisait. Aujourd'hui, il y en a une 3e qui s'est relancée là-dedans. Mais c'était pourtant un alcool hyper traditionnel du nord de la France et qui tend à disparaître. Et c'est sûr que il fait un peu l'effet d'un ovni dans notre gamme parce qu'on va être sur des goûts beaucoup plus complexes, sur un spiritueux beaucoup plus brut, beaucoup plus sec. Et c'est assez marrant parce que c'est un produit, quand on le fait déguster dans notre gamme, c'est un produit qui va énormément plaire aux connaisseurs. Et quand on le fait déguster dans des bars à cocktails, des choses comme ça, donc où les gens ont vraiment l'habitude de déguster plein de choses très originales, les gens vont trouver ça hyper original, hyper bon. Mais ça va du coup être réservé à une clientèle relativement resserrée et c'est pas uniquement avec des produits comme ça qu'on va pouvoir démocratiser les spiritueux et faire connaître le métier des Ouais. distillateurs. En tout Donc cas, du c'est coup, peut-être pas la première porte d'entrée. c'est pas la Ouais. première porte d'entrée. Un exemple typique et qui est assez révélateur, je trouve, moi, c'est Diplomatico. Diplomatico, donc une marque de rhum qui aujourd'hui n'a même plus le droit, je crois, de mettre l'appellation rhum sur sa bouteille parce que il y a trop de sucre, trop d'épices Ouais. qui sont ajoutées. Mais aujourd'hui, la bouteille de Diplomatico, elle est sur le back bar de l'intégralité des bars de France, où j'exagère un petit peu, mais pas beaucoup. Et, euh, et grâce à des marques comme ça, en fait, il y a eu un vrai engouement qui s'est créé autour du rhum. Et aujourd'hui, Diplomatico, c'est une marque alors qui a ce rhum très facile d'accès, qui n'a même plus l'appellation rhum, où ils n'ont plus le droit de mettre... voilà, c'est la même chose pour Don Papa, par exemple. Mais aujourd'hui, ils ont fait rentrer les gens dans le rhum. Les gens se sont dit, ah ben en fait, j'aime bien le rhum, parce qu'ils aimaient bien ça, et ils se sont dit, bah, tiens, si j'allais plus loin, Ouais. si j'allais essayer des nouvelles choses et découvrir des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ils élargissent leur gamme en travaillant d'autres rhums, en travaillant des rhums beaucoup plus dans les clous de ce que sont les rhums. Et, euh, et ils arrivent, du coup, ils ont aujourd'hui une clientèle et ils ont fait arriver une nouvelle clientèle au rhum grâce à ça. Donc pour moi, ça, c'est vraiment ils ont réussi, je pense, ils ont réussi leur pari. On peut penser ce qu'on veut de la qualité ensuite de ce qu'il y a dans la bouteille. Et les grands amateurs diront que c'est pas du rhum et que c'est pas ça le rhum, etc. Mais ils ont réussi à faire venir les gens au rhum. Et ils ont permis de tirer la catégorie rhum vers l'avant et de faire rentrer de plus en plus de monde dedans. Donc plutôt que de commencer avec des choses très spécifiques, très pointues, etc., je trouve aussi ça hyper intéressant d'avoir ces goûts francs et bien Ouais. marqués qui vont permettre aux gens de se dire ah ouais, ok,
typiquement, nous, sur notre Calvados, on dit aussi aux gens, voilà, quand on fait déguster, là, je sors de plein de marchés de Noël, quand on fait déguster à des particuliers du Calvados, déjà, il y a marqué gnôle sur la bouteille. Donc tout de suite, les gens se disent, ah, de la gnôle. Non, et en plus, on leur rajoute Calvados, et là, ils se disent, ah, du Calva, non, ça, c'est la goutte du grand-père, c'est le truc à 70 où t'as les yeux qui pleurent après en avoir pris une demi-gorgée. Et du coup, en fait, nous, on est venu mettre la pomme et le côté pomme, et quand on le fait juste sentir aux gens, ils disaient, ah oui, ça sent la pomme, en fait. Ouais. Et donc, on retrouve le fruit. Et là, du coup, ils se disent, ah bah tiens, je vais goûter. Ah bah, c'est pas mal. Et on les attire comme ça dans la dégustation. Ouais. Il y a un Et vrai travail d'accompagnement ouais. pour redécouvrir ces alcools Armagnac, Calvados, etc. Ok. Une fois qu'on a un super produit, une super matière première, il faut l'embouteiller. C'est un peu la suite. J'ai cru voir que vous aviez plusieurs ateliers ou que vous avez eu plusieurs ateliers. Est-ce qu'on peut passer un petit peu de temps là-dessus sur comment ça s'est passé et où vous êtes aujourd'hui et comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on a toujours eu qu'un seul atelier, mais ça n'a pas toujours été le même. D'accord, ok. Et effectivement, aujourd'hui, on est basé dans le 18e arrondissement de Paris. On a un atelier dans une zone active qui est Porte d'Aubervilliers, exactement. Et où on fait tout notre conditionnement, on reçoit tous les liquides, donc c'est notre entrepôt qui est agréé par les douanes, où on a tout notre stockage, etc. On a commencé au départ, comme je l'ai expliqué aussi au début dans mon parcours, je viens d'une famille de viticulteurs. Donc mon frère qui a repris le domaine familial a été assez sympa au départ pour nous mettre à disposition un local. C'était en Camargue du coup. Et on a commencé avec notre atelier qui était en Camargue. Donc forcément, quand on lance sa boîte, ça nous a pas mal simplifié les choses de ne pas avoir besoin de payer un loyer immédiatement à Paris. Et c'était pas hyper pratique parce que nous, on était basé à Paris avec la majeure partie de notre clientèle à Paris. Et quand on se retrouvait avec des ruptures de stock et qu'il fallait réembouteiller ou des grosses commandes à préparer d'un coup et qu'il fallait prendre un billet de train pour faire l'aller-retour en Camargue, c'est pas le plus simple. La Camargue, c'est pas le mieux desservi par les TGV en France. Euh, donc du coup, ça a été un petit pied à l'étrier qui nous a permis justement d'imaginer pouvoir faire toute cette partie conditionnement nous-mêmes. Euh, Parce que si jamais on avait dû le faire en fait dans chacune des distilleries où on bosse, quand on bosse avec 9 distilleries différentes comme aujourd'hui, avec 4 formats de conditionnement différents. Donc on a deux formats de bouteilles 70 centilitres, un format de bouteille 35 centilitres. On fait des bibes de 5 litres maintenant également. Quand on doit faire justement la gestion des stocks et qu'on n'a aucune visibilité sur ce qu'on a fait avant, vu qu'avant on ne faisait pas ça, et sur les besoins en termes de stock sur chaque référence, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis ça veut dire envoyer une palette de bouteilles dans chacune des distilleries, donc ça veut dire acheter 9 palettes de bouteilles, etc. Donc énormément d'investissements financiers, une logistique Traçabilité un peu complexe, peut-être. traçabilité un peu complexe. Et il aurait fallu de toute façon qu'on ait eu un endroit où centraliser toutes nos bouteilles une fois qu'elles sont conditionnées pour pouvoir les redistribuer. À Paris, on fait de la vente en direct à nos clients, donc on leur redistribue nos bouteilles, on leur livre nos bouteilles en vélo cargo le lendemain de leur commande sur un créneau de 2 heures de leur choix. Donc ça, c'est plutôt pratique, ça nous aide à avoir des clients. Mais quand il faut faire ce genre de livraison, être capable d'être hyper réactif, avoir un atelier en Camargue, c'est quand même pas le plus simple. Donc une fois qu'on a fait notre levée de fonds et puis qu'on a commencé à avoir suffisamment de commandes et un besoin en espace suffisant, parce qu'on n'allait pas louer, on a 110 mètres carrés. Aujourd'hui, on est un peu à l'étroit, mais quand on a commencé à le louer, on utilisait la moitié de l'entrepôt, on avait l'impression qu'il était gigantesque. Et donc, on a attendu d'avoir les volumes et d'avoir les sous pour pouvoir rapatrier notre atelier à Paris. Et du coup, être hyper réactif sur justement cette partie logistique. Parce que
il ne faut pas oublier aussi que, alors autant quand on vend une liqueur de sapin et qu'on vend une liqueur de melon, si jamais c'est pas sur un cocktail à la carte dans l'établissement client, s'il n'a pas la bouteille de sapin dans les 2 jours parce qu'il voit qu'il arrive à la fin de sa bouteille de sapin, c'est pas très grave. Euh, Aujourd'hui, maintenant, les gens nous mettent à la carte sur des cocktails, des choses comme ça. On a aussi la vodka et le gin qui sont pour le coup là vraiment des produits de service où ils ont un vrai besoin Ouais. et ils peuvent pas se retrouver en rupture de stock. Et si jamais nous on leur dit ah oui mais en fait le train pour descendre à l'atelier il était complet donc j'ai pas pu vous livrer, vous serez livré que demain, il va dire bah vous êtes bien gentil mais en fait je vais aller Ouais. Voir vous un n'êtes pas le autre seul distributeur à plus faire ça. fiable. Voilà, je vais aller voir quelqu'un de plus fiable. Donc il faut avoir un bon produit, il faut avoir un packaging qui parle aux gens et où ils comprennent ce qu'il y a dans la bouteille. Et ensuite, il faut assurer derrière la partie logistique parce que un client qu'on a planté une fois, bah, on le replantera pas 2 fois parce qu'il sera allé voir quelqu'un d'autre. Ouais. Ok, ça marche. Et comment ça se passe un peu les premiers embouteillages c'est un peu bizarre de dire ce mot, mais mise en bouteille, on peut dire aussi ça. Les premiers Comment ça se passe un embouteillages, peu ces premiers moments pour vous? c'est avec des bouts de ficelle, littéralement. Alors des bouts de tuyaux plutôt que des bouts de ficelle. Mais ben, on fait avec les moyens du bord et c'est quelques nuits passées à embouteiller quand on reçoit les stocks parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore d'embouteilleuse semi-automatique pour faire les embouteillages. On n'a pas encore d'étiqueteuse, donc toutes les étiquettes sont collées à la main. Mm. Euh, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté dans les bouteilles. Euh, donc ça, c'est vraiment avec des fûts qu'on posait sur des palettes et qu'on essayait de surélever parce que quand on reçoit un fût de 120 litres, on ne le porte pas comme ça. Donc c'est deux, trois galères. C'est des tuyaux et des siphons. Alors il y a plein de marques pour le vin et pour les spiritueux qui proposent ce genre d'outils, mais voilà, c'est des bouteilles qu'on remplit où on fait 30 bouteilles à l'heure au départ sur l'embouteillage. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et ouais, c'est assis par terre. Et, euh, et avec les premières bouteilles, c'était avec un sèche-cheveux. Où on a une capsule thermorétractable pour sceller la bouteille, qui est le truc de sécurité. Et on était avec un sèche-cheveux pour la faire chauffer et on tournait toutes les bouteilles à la main. Donc maintenant, on a essayé d'optimiser un petit peu cette partie-là. Mais c'est vrai que les premiers embouteillages, c'est des bons souvenirs parce que en Camargue, il y a pas mal de moustiques aussi. Donc quand le soir, on est dans un entrepôt où la porte est ouverte et la lumière allumée, et ben, on se fait bouffer par les moustiques et on passe 5 heures à faire ça ou 6 heures ou 7 heures à faire ça d'affilée. Et on arrive à la fin de la journée et on se dit putain, c'est sportif. Ça marche. Et là, tu disais donc environ 30 bouteilles par heure au tout début. Ouais. Aujourd'hui, tu sais combien tu arrives à en faire avec peut-être un processus un peu plus, je vais dire moderne, un peu plus automatique, peut-être Un plus peu que moderne. plus automatique. Alors, pas beaucoup plus automatique, mais juste avec une table à la bonne hauteur, une embouteilleuse par gravité. Donc, c'est-à-dire que on remplit un réservoir au-dessus, qu'il y a des petits pistons dans lesquels on met la bouteille et quand le piston est submergé, ça arrête de remplir la bouteille. Aujourd'hui, on est capable de faire autour de 400 bouteilles heure, je pense. Ok, quand même, c'est... C'est un peu plus. Ouais, ah, quand même, ouais. Bah, surtout si tu as une aide avec une embouteilleuse un peu plus automatique, etc. Ça te permet Voilà. de... Après, chaque bouteille passe encore entre nos mains. On n'a pas la ligne d'embouteillage tout automatique où on voit les Hmm. bouteilles défiler et l'étiqueteuse automatique. C'est encore une étiqueteuse à rouleau sur lequel, donc manuel, sur lequel on pose la bouteille sur 2 rouleaux et on fait tourner avec une manivelle. Et il y a l'étiquette qui vient doucement se coller sur la bouteille. Donc ça reste encore très, très, très artisanal. Ok, est-ce que c'est quelque chose où tu as la volonté de changer certaines choses là-dedans? C'est quelque chose, bah, de toute façon, où on est obligé d'évoluer tout le temps et d'améliorer nos process parce que ben, c'est le problème de la croissance, encore une fois. Plus on croît, plus il y a besoin de faire de bouteilles.
et de sortir de bouteilles. Donc du coup, on améliore au fur et à mesure. Après, c'est des investissements lourds. Plus on, plus on veut sortir un grand nombre de bouteilles et plus les équipements coûtent cher. Euh, donc déjà, on a investi dans cette embouteilleuse, dans cette étiqueteuse. Et à terme, effectivement, le but, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus automatisé, d'avoir un outil plus automatisé et qui nous permettra de gagner énormément en productivité parce que tout le temps qu'on passe à embouteiller, c'est pas du temps qu'on passe à vendre nos bouteilles. Donc on essaye à chaque fois de retravailler et d'améliorer notre productivité et ça passe déjà tout bêtement par un réaménagement de notre atelier, je pense, qui a lieu à peu près tous les 6 mois pour essayer de trouver la meilleure disposition, avoir tous les trucs sous la main au bon moment. Et, euh, et voilà. Super, j'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu commercialisation. On en a un petit peu parlé dans les épisodes précédents, mais ça m'intéresserait un peu de comprendre aujourd'hui quelles sont un peu toutes tes sources de vente différentes. On a vu qu'il y avait au début une grosse phase B2B, le Covid est arrivé, bon, le B2C a un peu pris de la place. Comment ça se passe aujourd'hui et comment tu répartirais un peu toutes tes sources de vente entre des ventes en événements, des ventes chez des cavistes, à des particuliers, en ligne, etc. Aujourd'hui, on fait 90% de B2B et 10% de B2C. Ces 10% de B2C, on n'est peut-être pas optimisé parfaitement, mais ces 10% de B2C, en fait, ils se font sur la période de Noël. On fait des salons, on fait des marchés de Noël et via notre site internet. Et ensuite, les 90% de B2B, ils passent par 2 canaux différents, bientôt 3, mais les 2 canaux principaux étant d'un côté notre distributeur. Donc c'est un distributeur qui s'occupe de la distribution de nos produits sur l'ensemble de la France, euh, qui nous distribue aussi un petit peu en région parisienne, mais très peu, et nous en région parisienne en direct avec nos clients de la région parisienne. Donc c'est nos principaux canaux de distribution et de vente. Et le quatrième qui arrive là, c'est l'export, où on va commencer à partir... euh, ça doit être dans les jours qui arrivent à faire partir nos premières bouteilles en Suisse via un importateur en Suisse. Donc ça, c'est nos canaux de vente uniques et principaux. Ensuite, sur la partie répartition dans le B2B, on va avoir essentiellement de la restauration aujourd'hui et du bar. On va avoir un petit peu, alors hôtellerie, mais finalement l'hôtellerie, je le compte dans le bar, Ouais. et des cavistes. Le marché des cavistes, c'est un marché qu'on maîtrise assez mal aujourd'hui. Je pense que ça doit représenter, ça doit faire 10% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est un chiffre d'affaires qui est en croissance et c'est notamment pour les cavistes et parce qu'on n'arrivait pas à craquer complètement ce marché des cavistes qu'on a fait tout notre rebranding, donc qu'on a changé toute notre image de marque, qu'on est passé d'une marque qui s'appelait Cocktailers à une marque qui s'appelle Belgnol par Cocktailers et bientôt uniquement Belgnol et avec un packaging complètement différent, un petit peu Ouais. inspiré de l'esprit Dixit pour ceux qui connaissent Ouais. le jeu de société. Ouais, c'est Simon d'Alabatar Maniac qui en parlait un peu dans son épisode aussi de la difficulté de la difficulté du challenge, du porte-à-porte avec les cavistes, du temps que ça prend, du nombre de refus qu'on peut avoir pour le nombre de succès. Effectivement, ça a l'air d'être un sujet qui a l'air d'être assez important. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle tu souhaites avoir quelqu'un dédié à la commercialisation dans les mois à venir? Tu parlais de mars. Ouais, exactement. Et donc il y a quelqu'un qui arrive sur la commercialisation à partir du mois de mars. C'est effectivement, on est dans un secteur d'activité où notre principale clientèle aujourd'hui, c'est bar, resto, CHR.
C'est un métier, en anglais c'est l'hospitality, c'est un métier de contact, c'est un métier d'hospitalité, d'accueil, euh, et c'est un métier qui ne peut pas se faire sans le contact humain. On a tous vu, alors avec les dérives malheureusement que ça peut apporter, mais comment s'est développé Pernod Ricard avec leurs commerciaux sur le terrain. Merci à Élise Lucet de nous avoir fait parler de tout ça, etc. Mais au-delà de ça, il y a besoin de rencontrer des gens. C'est pas forcément des choses avec notre type de clientèle, c'est-à-dire des établissements indépendants ou des mini-groupes qui vont avoir 3, 4, 5 établissements. Il y a besoin d'aller les rencontrer, ces gens-là. Et ce n'est pas des choses qui vont se faire par mail, par présentation PowerPoint et en visio. Quand on déguste un spiritueux, il n'a pas le même goût quand on a quelqu'un qui nous en parle que quand on est tout seul derrière sa bouteille. Généralement, on ne sera pas meilleur revendeur aussi. Voilà, et ce ne sera pas le meilleur revendeur parce qu'il aura goûté un truc qu'il aura trouvé bon, mais il n'aura pas toute l'histoire derrière, il ne pourra pas parler de la bouteille. Les achats sur les spiritueux chez les cavistes, c'est beaucoup du cadeau. Donc il y a besoin d'avoir un joli produit et il y a besoin d'avoir une histoire à raconter. Parce qu'on veut faire plaisir à ses copains quand on leur offre ça. On veut leur raconter une histoire. C'est des histoires en bouteille. C'est aussi ce qu'on a essayé de retranscrire sur nos étiquettes avec l'histoire du produit. Donc il y a besoin de ce contact-là et il y a besoin d'avoir quelqu'un sur le terrain tout le temps. Parce que c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. Quelqu'un qui un client qui finit sa bouteille de sapin à 2 heures du matin en fin de service, son premier réflexe, ça va pas être de m'envoyer un texto ou de m'envoyer un mail en disant il me refaudrait des bouteilles de sapin. En revanche, quand on va repasser chez lui, il va dire ah oui, tiens, c'est vrai, renvoie-moi des bouteilles s'il te plaît. Donc cette personne va être chargée de la commercialisation, mais peut-être aussi du suivi de livraison, entre guillemets. Alors, suivi de livraison, ça, aujourd'hui, on arrive quand même à le maîtriser pas mal parce qu'on a une boîte qui est juste à côté de la nôtre qui fait de notre local, qui fait de la livraison en vélo cargo, chez qui on va déposer nos commandes tous les jours, les commandes partent. Donc ça, sur la livraison, on est aujourd'hui à peu près optimisé. Ça, c'est sur notre partie en direct. Sur la partie distributeur, on n'a même pas besoin de le gérer parce que c'est le principe du distributeur. C'est lui qui distribue les produits. C'est lui qui envoie les produits chez le client final quand il y a besoin. Et c'est lui qui est sur le terrain. Alors, il y a besoin de les accompagner, justement, ces distributeurs, parce qu'il faut qu'ils maîtrisent le produit, il faut qu'ils aient envie de parler du produit. Quand il y a de l'affect derrière, c'est toujours beaucoup plus simple de vendre un produit. Si on connaît la personne qui le fait, on aura toujours beaucoup plus envie d'acheter cette bouteille-là que d'acheter la bouteille du voisin dont on ne connaît pas la personne qui est derrière. Ouais, j'imagine. Et si on prend, donc ça fait à peu près 5 ans que la marque existe. C'est quoi à peu près le ratio de bouteilles vendues par année, si t'as un peu, je sais qu'on avait 256 je crois la toute première année, mais est-ce que tu arrives un peu à revenir un peu dans le temps pour te rappeler tous ces changements? L'année dernière, on a vendu l'équivalent de 13 500 bouteilles. Ouais, c'est énorme. À peu près. Donc, alors c'est énorme et c'est pas assez. Mais on s'habitue vite au changement. Hein. On s'habitue vite au changement, exactement. Mais c'est sûr que quand on repense, on a mis, je pense, on a dû mettre 4 mois à vendre nos premières 250 bouteilles. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on fait 13 500 bouteilles, ça paraît très gros par rapport à ce qu'on faisait, et ça paraît très petit par rapport à ce qu'on veut faire. Et c'est ce que je disais, c'est ce que j'essayais de revoir dans ma tête tout à l'heure dans les chiffres. Mais si je te dis pas de bêtises, sur les précédentes années d'exercice, au total, on a dû vendre 13 000 bouteilles. Ouais, ok. Donc 13 000 dans les 3-4 premières années, 13 000 cette année. Enfin, voilà. Ouais. Ok. L'année précédente, pardon, tu disais. Ouais. Et cette année, tu arrives un peu à avoir une jauge d'où t'en es, même si je sais que Noël est pas. Le jour où on enregistre, on est le 19 décembre. Tu arrives un peu à savoir où t'en es?
On arrive à savoir à peu près où on est. Alors, pas encore exactement parce que la période n'est pas tout à fait finie et que la fin de mon premier semestre fiscal arrive au 31 décembre et que du coup, je ne me suis pas posé sur les chiffres. Mais on fait, cette année-là, pour l'instant, on fait euh, autour de 15% de plus que Ok. l'année dernière. Euh, donc c'est sûr que on s'habitue vite au changement et quand on fait l'année dernière, on a fait ouais, fois 3 en termes de chiffre d'affaires. On a fait beaucoup plus en termes de nombre de bouteilles vendues, mais c'est notamment avec l'arrivée de la vodka et du gin, qui sont des produits moins chers et moins coûteux, où du coup le ratio Ouais. est pas maintenu. Euh, mais ouais, on doit faire autour de plus 20% par rapport au semestre ouais, plus 15% par rapport au semestre de l'année précédente, de l'année dernière. Et pour finir un peu sur cette partie commercialisation, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une entrepreneur qui veut se lancer et qui va aborder cette notion de vente? Puisqu'on voit que votre parcours avait une idée en tête qui a été un peu bouleversée par divers événements. Est-ce que tu aurais maintenant, avec le recul, un peu un conseil sur vraiment cette notion de vente et de commercialisation? Il faut pas avoir peur. Alors, tout à l'heure, j'expliquais que j'ai été commercial chez Malte avant de lancer cette boîte. Je suis arrivé chez Malte, on m'a défini, on a fait un atelier avec un intervenant extérieur où on définissait nos profils commerciaux de tous les commerciaux de chez Malte. Et j'avais eu le profil de commercial paillasson. Donc le commercial paillasson, c'est le commercial sur lequel le client s'essuie les pieds et fait ce qu'il veut. Très Euh, sympa. voilà, très sympa. Au bout de 2 ou 3 mois dans la boîte, j'étais là à me dire, c'est génial, l'avenir va être super bien. Et c'est vrai qu'au départ, ben, j'avais peut-être peur de décrocher mon téléphone parce que je me disais, je vais avoir du mal à vendre quelque chose à quelqu'un, est-ce que je vais pas lui forcer la vente, etc. Euh, donc finalement, merci à Malte et merci à l'équipe de Malte de m'avoir accompagné dans mon développement là-dessus, et de m'avoir permis justement de casser un petit peu ces barrières-là. Mais il faut se dire que si on croit dans son produit et qu'on est convaincu de ce qu'on raconte à la personne qu'on a en face de nous, il va forcément accrocher. Alors peut-être que le produit ne sera pas au bon endroit au bon moment et qu'il faudra y retourner à un autre moment pour que ce soit le bon moment. Mais il faut essayer. En termes de commercial, je pense qu'il y a cette règle du 80-20 qui s'applique très bien, c'est-à-dire que pour 80% de portes dans la gueule, il y a 20% de portes ouvertes. Je pense même qu'il faut plutôt viser sur du 90-10, mais on va garder cette règle du 80-20 pour se donner de l'espoir. Et c'est sûr qu'au début, ben, quand on voit, je parle pour le milieu des spiritueux en tout cas, quand on voit un barman qui est derrière son bar en train de faire sa mise en place avant l'ouverture et qu'on passe 3 fois devant en se disant ah mais est-ce que vraiment je vais pas l'emmerder, est-ce que c'est le moment d'aller pousser la porte, il faut pousser la porte. Euh, Lui il est habitué, il sait qu'on vient Ouais. là pour lui vendre quelque chose. Donc Et c'est le meilleur moment pour y aller parce qu'il n'y a pas encore la clientèle forcément ou autre. c'est ça, il y a le temps de lui parler, etc. Mais il faut se dire que lui sait qu'on est dans une démarche commerciale, dans une démarche de vente. S'il aime le produit, il va l'acheter. Enfin, s'il aime le produit et qu'il en a besoin, il va l'acheter. S'il aime le produit et qu'il n'en a pas besoin, il le gardera peut-être dans un coin de sa tête pour se dire je l'achèterai plus tard. Mais si on pousse pas cette porte-là et qu'on se dit non, mais ça, cet établissement-là, c'est peut-être pas le bon, je vais peut-être pas tomber sur la bonne personne ou ils ont l'air occupés et qu'on pousse pas la porte, on vendra rien. Ouais. Et moi, je me rappelle très bien mes premières tournées avec mon sac à dos sur mon dos, où je passais 3 fois devant la porte en essayant de regarder du coin de l'œil, en me disant est-ce que c'est bien le bon moment d'y aller ou pas. En fait, il faut y aller. Et c'est le seul moyen de tester son produit. Alors, les portes, elles font mal de temps en temps. On est là à se dire mais pourquoi est-ce que je fais ce boulot-là?
Et il y a des jours où on va prendre que des portes et des semaines où on va prendre que des portes. Mais il y a d'autres semaines où on ne sait pas pourquoi, toutes les étoiles sont alignées. Et là, c'est que des gens qui disent oui. Mais pour avoir tous ces gens qui disent oui, il faut essayer. Et même si on n'a pas un tempérament de commercial pur et dur, je pense que moi, par exemple, j'ai pas un tempérament de commercial pur et dur, mais je crois dans les produits que je vends et je suis convaincu que c'est des choses exceptionnelles et que les gens avec qui on travaille sont des mecs exceptionnels. Euh, et bah forcément, ça va donner confiance dans le produit. Et je pense que la règle numéro un, c'est déjà de pousser la porte, et la règle numéro deux, c'est de ne pas mentir aux gens et de ne pas inventer des histoires autour de ces produits. Si on invente des histoires, il y a un moment Ouais, où ça se voit, je où ça pense. se voit et ça marche pas. Voilà. Ça C'est marche. être convaincu de ce qu'on fait. Tu l'es, donc c'est plutôt cool. Mais je trouve ça un bon conseil de pas se démotiver, de pas se dire ah j'ai pas la fibre commerciale. Bah en fait, alors je pense que la fibre commerciale c'est pousser la porte et après une fois que la porte est poussée, c'est le discours et si on connaît son produit et si on l'a créé, c'est qu'on a la passion pour normalement. Donc on fait généralement l'étape Je d'après. suis effectivement étonné, moi, de temps en temps, il y a des gens qui me disent ah, mais c'est dingue, tu maîtrises hyper bien tes produits. Et oui, je maîtrise mes produits, mais pour moi, c'est quelque chose de normal. Euh, mais effectivement, du coup, je me rends compte que ça veut sans doute dire qu'il y a des gens qui essayent de vendre des choses qui connaissent pas effectivement. Bah, quand on est un agent multicarte, qu'on a Ouais, 75 produits ou 200 produits dans son catalogue, c'est normal qu'on n'ait pas la maîtrise parfaite de tous les produits qu'il y a dans son catalogue. Mais juste d'arriver, alors même si c'est avec un, 2, 3, 10 produits, et de connaître voilà, exactement quel est le produit. En rentrant de notre tour d'Europe, on s'est dit avec Timothée, c'est génial parce on va pouvoir parler du nom du chien de nos maîtres distillateurs aux gens à qui on va proposer ouais, nos produits. Et, euh, et ça, c'est la vraie connaissance et c'est ce que cherchent les gens. Ils veulent une histoire autour du produit. Ils veulent pas le Xème produit standardisé. ouais, ouais, tout à fait. T'es pas juste un embouteilleur, c'est plus grand que ça. C'est le terme peut-être, mais c'est plus grand que ça. Et bien justement, on parle de personnes, on parle de vente, mais je trouve ça aussi intéressant de parler de clients. C'est qui un peu les clients de Belle-Gnôle? Est-ce que tu arrives à savoir un peu qui consomme tes produits? On a parlé de Noël, est-ce qu'il y a aussi une temporalité là-dedans? Est-ce que tu as un peu de connaissances là-dessus? Sur le client final, le consommateur final, celui qui va boire du Belgnol, j'en ai pas beaucoup de connaissances sur le client final de Belgnol. Le client final de Belgnol, c'est quelqu'un qui a accroché à l'histoire et qui a trouvé sans doute nos bouteilles jolies parce que il faut pas oublier que quand on achète sur un site internet des spiritueux par exemple ou chez un caviste, on a rarement l'occasion de le déguster. Euh, donc la Tu veux première dire que c'est parce que c'est un cadeau à quelqu'un? Alors, soit parce que c'est un cadeau, mais simplement parce qu'on n'a pas l'occasion, si on l'a pas bu avant, si on l'a pas dégusté dans un bar, on fait confiance à la bouteille. Et aujourd'hui, c'est pour ça que si on fait attention dans les bouteilles de spiritueux, il n'y a pas du tout de standard dans les bouteilles de spiritueux, parce que la bouteille en elle-même, le packaging, l'étiquetage, c'est un outil d'aide à la vente pour nous et on va choisir une bouteille qui va plaire au client final. On a essayé de faire, nous, des étiquettes où on veut que notre client prenne la bouteille dans les mains et on veut que ça le fasse marrer d'aller regarder nos étiquettes de plus près et d'aller voir tous les petits détails qu'on a Ouais, cachés dedans. Donc c'est ça, c'est le client curieux. De toute façon, vu qu'on fait des produits qui sont quand même originaux, c'est un client curieux. Euh, c'est un, c'est- cl- c'est un client qui a les moyens. On va pas se le cacher. On est sur des produits premium, donc on est sur des bouteilles qui vont être entre 46 et 75 euros. Donc c'est pas non plus des produits entrée de gamme. Donc c'est un client épicurien qui va avoir envie de faire un cadeau original ou de se faire plaisir. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé d'une anecdote autour du Calvados et un peu de sentir la pomme. Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça de clients ou clientes que tu as pu rencontrer et qui ont
étaient surpris ou qui, au contraire, connaissaient déjà Belle-Gnôle et... Est-ce qu'il y a une anecdote pardon, qui te vient en tête? Alors, des anecdotes sur nos produits, il y en a beaucoup. On rencontre, et je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui vendent des produits physiques. Je rencontre beaucoup de gens qui m'expliquent ce que je fais et qui m'expliquent mes produits. Donc ça, c'est la première anecdote. Je trouve ça très marrant de temps en temps qu'on me dise ce que je mets dans mes bouteilles. Et voilà. Donc il y a beaucoup de gens dans les qui se disent très fins dégustateurs et qui connaissent tout par cœur. Ok. Mais le client est roi de toute façon, enfin malheureusement. Heureusement, c'est lui qui décide à la fin s'il veut acheter la bouteille. Donc voilà, c'est lui qui décide et qui sait. Mais des anecdotes, c'est aujourd'hui maintenant le mot gnôle fait beaucoup rire les gens. Quand les gens s'arrêtent devant nos bouteilles, on était sur un salon la dernière fois où on avait une affiche devant notre stand avec marqué Belle-Gnôle en gros, et les gens se prenaient en photo avec le mot gnôle. Donc il faut et effectivement pour eux dans leur tête c'est un mot qui n'est pas forcément hyper positif. La gnôle, on n'en garde pas toujours des bons souvenirs quand on a goûté de la gnôle. C'est pas, voilà, soit c'est très sentimental et c'est la gnôle du grand-père, ou on avait goûté ça quand on était à la montagne Ouais. d'un local qui a sorti ça de son placard. Mais des petites anecdotes comme ça sur des jeux. Qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre? Je sais pas, moi, c'est une bonne question. J'ai une autre question. Si jamais, s'il y a une anecdote qui te vient, on peut y aller. Et ce sera un peu la dernière question sur le côté un peu produit et commercialisation. J'ai vu que vous aviez eu 2 IWSC Spirits Awards. Est-ce qu'on peut passer un petit peu de temps dessus? Déjà, qu'est-ce que c'est que ces initiales? Je ne suis pas allée creuser parce que je me suis dit que ce serait plus intéressant de découvrir ça avec toi. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était important pour vous? Enfin, plein de questions, mais un peu... déjà, qu'est-ce que c'est ces initiales et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? L'IWSC, c'est l'International Wine and Spirit Competition. C'est un concours de spiritueux au même titre que en France, on a le concours général agricole. Donc là, c'est une compétition qui est réservée aux vins et aux spiritueux, qui a lieu à Londres. Et Monde effectivement, entier? des spiritueux qui viennent du monde entier, ouais. Ok. Donc il y a différentes compétitions, ça fait partie des grosses compétitions, celle-ci. Et où on a présenté effectivement notre Blanche d'Armagnac et où on a présenté notre Calvados. Et on a eu une médaille d'or sur le Calvados, si je dis pas de bêtises, et une médaille d'argent sur notre Blanche d'Armagnac. Donc les médailles en fait équivalent à un nombre de points. Donc il peut y avoir des catégories où il n'y a pas de médaille d'or qui sont données certaines années, par exemple, si jamais il n'y a pas de produits qui atteignent le nombre de points. C'est un jury de professionnels, donc c'est des barman, des restaurateurs, des distributeurs qui font partie du jury et où les produits sont dégustés à l'aveugle et sont notés et ensuite euh, les résultats sont rendus et c'est vrai qu'on était très content quand on a présenté nos produits parce que dans la catégorie Calvados, il y a 2 Calvados qui ont eu une médaille d'or. Donc il y a un Calvados 15 ans d'âge et du haut de ces un petit peu moins de 4 ans de vieillissement, notre fine de Calvados qui est arrivé en ex aequo en termes de nombre de points. Donc toutes les catégories d'âge étaient rassemblées dans une même dégustation. Et ça veut dire qu'ils ont estimé que notre Calvados est une représentation excellente de la catégorie dans laquelle il est présenté. Euh, et même chose du coup sur la Blanche d'Armagnac. Je crois qu'il n'y avait pas une médaille d'or cette année-là sur l'Armagnac. Non, alors il y a peut-être eu des médailles d'or, mais il y a eu une autre blanche d'un autre domaine dont j'ai oublié le nom, mais qui est
excellente et qui a eu 2 points de plus que nous, je crois, dans la catégorie. Donc du coup, on était très fiers. C'était la première fois et l'unique fois d'ailleurs où on présentait nos produits dans un concours. Et, Oui, parce que le premier invité, Gin Spirits, qui fait du sans-alcool, nous disait quand même que ça a un certain coût. De, c'est pas gratuit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Donc pas c'est aussi un gratuit. investissement pour la marque de proposer un investissement qui peut être sans retour aussi et qui peut être... ça peut être aussi compliqué à se dire on n'a pas telle ou telle médaille, ou au contraire ça va être une super belle surprise de se dire en fait on a un produit de super bonne qualité et c'est reconnu, et je pense que ça fait aussi plaisir pour vous. Bah, de toute façon, c'est une compétition, donc on prend le risque à chaque fois de se dire, bah, en fait, peut-être que je vais me retrouver tout en bas de l'échelle et ça va me faire très mal à l'ego. Et en plus, j'aurais payé pour avoir eu mal. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant. C'est vrai que c'est pas donné, ce type de compétition. Après, c'est pas non plus excessif. Je crois que nous, on était dans l'ordre de prix pour la participation. On devait être à 300 ou 400 euros. Donc, pour une société, c'est pas excessif pour présenter des bouteilles. Après, il y a aussi le coût. Il faut envoyer des bouteilles. Donc, c'est du stock qu'on envoie, etc. Mais ça peut effectivement valoir le coup. Parce que ça veut dire que nos produits ont été approuvés par d'autres personnes de ce milieu-là. Et que c'est pas uniquement l'histoire que nous, on raconte, mais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont validé. Après, c'est toujours le problème de ces compétitions-là, c'est que il faut pas oublier que certaines de ces compétitions-là sont des compétitions organisées par des organismes privés, à but souvent lucratif, et, euh, et on ne sait pas quels autres produits vont être présentés face aux nôtres. Donc c'est sûr que c'est c'est pas forcément toujours hyper représentatif. C'est toujours sympa d'avoir une médaille. Après, il faut effectivement choisir les compétitions dans lesquelles on décide de les présenter et l'impact que ça va avoir par la suite. Euh, Nous, on n'a jamais été vraiment capable de mesurer si ça avait eu un impact sur nos ventes. Ouais. Hum, En revanche, là où je suis beaucoup plus capable de mesurer la qualité de mes produits, et ce qui parle souvent beaucoup plus à mes prospects quand je vais chez eux pour leur proposer mes produits, c'est de leur dire dans quels établissements je suis déjà. Et en fait, Une valeur concrète, quoi. voilà, une valeur concrète que eux connaissent et typiquement, je peux leur dire que je suis dans tel bar à cocktail, dans tel bar à cocktail ou dans tel restaurant étoilé, tel restaurant étoilé. Voilà, c'est des noms dont ils auront entendu parler et dont ils pourront attester eux-mêmes Ouais. de la qualité des produits. Donc, les médailles, c'est des cartes de visite. Et puis après, bah, soit la carte de visite, elle est perdue dans la poche, soit on s'en souvient. Mais, euh, mais c'est sûr que pour nous, ça nous a fait énormément plaisir. On était hyper contents quand on a reçu le résultat et on était un peu en stress aussi de se dire, mais en Qu'est-ce fait, que ça va... Ouais. ouais, peut-être qu'on se met le doigt dans l'œil et peut-être qu'on fait des trucs dégueulasses. Et justement, je trouve ça intéressant. On a parlé un peu de clients, mais en fait, dans tes clients, il y a les restaurants, les bars, etc. Est-ce que tu veux en profiter pour citer peut-être des endroits où on peut déguster Belle-Gnôle, que ce soit en cocktail, que ce soit peut-être juste en liqueur aussi? Je peux en profiter pour dire que on est présent dans des bars à cocktails comme le Little Red Door, comme le Syndicat, qu'on a travaillé à un moment avec Fréquence, que voilà, on est rentré dans des beaux établissements Parisien. cocktails parisiens. Donc c'est des gens qui ont une certaine notoriété et qui font des très jolis cocktails et dont la qualité de leur cocktail est attestée aussi par leur pairs et par différents Ouais. concours de leur côté aussi Ouais. à eux. Et Little Red Door est sorti troisième du concours des bars cette année. Quatrième, Quatrième? Ah oui, cette année. pardon. Oui. J'ai gardé troisième en tête. C'était troisième l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, ça fait troisième, quatrième, voilà. c'est quand même pas mal en 2 ans. C'est pas mal. Et donc voilà, ça c'est des établissements où on est content. Après, c'est des établissements qui ont des cartes qui changent hyper régulièrement. Donc on a travaillé avec eux. Il y en a avec qui on travaille plus, avec qui on retravaillera peut-être sur d'autres références. Donc
c'est aussi ce jeu des cartes, qui sont travaillées comme des menus de cuisine, hein. C'est des cuisiniers, ces gens derrière leur bar. Et du coup, ils proposent des nouveaux cocktails tout le temps. Donc, soit on peut rentrer, voilà, quand on change de saison, on change de type de cocktail. Donc, quand on a notre liqueur de melon dans un bar, c'est sûr qu'on ne la retrouvera pas dans ce bar-là l'hiver. Mais la liqueur de sapin, par contre, peut-être. Mais la liqueur de sapin, peut-être. C'est là où c'est intéressant d'avoir une gamme, comme tu disais, de pas juste avoir un catalogue de 2 produits, mais d'avoir un catalogue plus grand. J'ai vu aussi sur ton site, je crois que tu fais des coffrets de plus petites bouteilles, mais pour pouvoir avoir... alors, je vois pas ici, 38 centilitres 35. 35 centilitres. 35 dans les spiritueux, c'est des formats 70 centilitres et des formats 35 centilitres. Ouais, donc si on veut avoir un peu la gamme aussi en tant que particulier, on peut aussi un peu goûter tout ce que tu fais. Et c'est sûr que la liqueur de melon, peut-être qu'on l'utilisera moins à une période, ou dans moins de cocktails, où on le boira différemment, mais on peut un peu jouer avec les différentes gammes. C'est pas mal, je pense. Ouais, exactement. Et puis c'est pour ça qu'on a fait un format 35 centilitres. On a choisi de ne pas faire du 50 centilitres. Il y a beaucoup de gens dans les spiritueux aujourd'hui qui font du format 50 centilitres. Vu que nous, on travaille essentiellement avec des professionnels, le format 70 centilitres a quand même plus de sens parce que ça évite de devoir recommander toutes les semaines pour les bars et de jeter plus de bouteilles, etc. Le format 35 centilitres, il est vraiment destiné aux cavistes, aux particuliers. C'est le format idéal pour les cadeaux parce que tu peux en acheter 2 différentes. Comme ça te fait un petit effet dégustation. On a essayé de créer des coffrets sur notre site où justement il va y avoir des thèmes, ça sent l'été, ça sent l'hiver, gourmandise, etc. Donc tu peux choisir ton coffret en fonction de l'envie que tu as ou de la personne à qui tu veux l'offrir. Ouais. Et ça permet encore une fois de découvrir plus de choses. Ça marche. Et voilà, l'épisode 3 d'À l'origine de Baignol est fini. On se retrouve lundi prochain pour la suite. On parlera de rebranding avec Mathieu. Et oui, comment est-ce que la marque Cocktailers est devenue Baignol ? Il nous racontera tous les coulisses derrière ce changement d'image de marque et surtout, pourquoi c'était nécessaire. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles, ça t'a plu. Moi, ça me motive à continuer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram avec origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et je te dis à la prochaine.